Bonjour, je suis Chris Burns, bienvenue dans The Network, là où nous parlons à ceux qui font l'actualité pour en comprendre les dessous. Mais attention, ils ont 25 secondes maximum pour répondre. Voici ce dont nous allons parler aujourd'hui. Un symbole de la renaissance de l'Afghanistan post-Taliban en flammes. Les insurgés ont attaqué cet hôtel pendant une conférence des gouverneurs. Il a fallu plus de 4 heures aux forces de sécurité afghanes, épaulées par l'OTAN, pour les chasser à l'issue d'une bataille sanglante. Dernier épisode en date qui prouve que les forces afghanes sont loin d'être prêtes à défendre leur pays. Alors que l'opinion publique américaine soutient de moins en moins cette guerre, et à un an des élections, le président américain Barack Obama a décidé de réduire les troupes. Cette brusque marche en arrière, alors que la présence militaire avait amélioré la sécurité dans certaines zones à un coup. D'autres pays entendent aussi réduire leurs troupes, même si les talibans sont loin d'être vaincus. Oussama Ben Laden mort, beaucoup estiment que l'Afghanistan a perdu sa valeur stratégique. Face à des milliers de vies perdues et des centaines de milliards déjà dépensés en plus d'une décennie, la communauté internationale perd patience face à un gouvernement afghan qui ne peut toujours pas se défendre par lui-même. Pour cette nouvelle édition, nous accueillons dans nos studios au Parlement européen à Bruxelles, Homayoun Tandar, l'ambassadeur afghan en Belgique et chef de la mission afghane auprès de l'Union européenne. En duplex, depuis le QG de l'OTAN à Bruxelles, l'amiral Gianpaolo Di Paola, président du comité militaire de l'OTAN, et aussi l'eurodéputée allemande des Verts, Franziska Brandner. Elle est membre du comité des affaires étrangères du Parlement européen. Je voudrais commencer avec une question qui s'adresse à vous tous, en commençant par l'ambassadeur. Certains disent que c'est une erreur de réduire les forces maintenant. Qu'en pensez-vous ? Il n'est pas question de retirer les troupes maintenant. Il y a un plan qui est prévu en accord avec l'OTAN et les autorités afghanes. La fin de transition aura lieu en 2014. Donc il n'y a ni panique ni urgence. Amiral, qu'est-ce que vous répondez à cela? Beaucoup de gens disent que ce n'est pas le bon moment pour le faire. Non, au contraire, cela prouve que le processus est en train de s'améliorer. La transition est un processus responsable, à travers lequel les forces de l'ISAF transfèrent progressivement la responsabilité aux forces de sécurité afghanes. Et c'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Madame Brandner, j'imagine que vous aimeriez un retrait plus rapide que prévu. Est-ce que je me trompe? Il y a un plan qui a été approuvé par toutes les parties et je pense qu'il est important de le suivre. Nous devons aussi être honnêtes. En fait, le retrait prévu par le président Obama se fera en 2 étapes. Les Britanniques et les Russes ont tous les deux échoué dans ce que l'on appelle le grand jeu de la pacification de l'Afghanistan. Mikhail Gorbatchev me l'a dit lui-même, un retrait général c'est mieux. Qu'arriverait-il s'il avait lieu aujourd'hui ? Il n'y en a pas. Pourquoi voulez-vous que je fasse des hypothèses? De toute façon, il n'y a aucune comparaison entre l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques, qui était une occupation d'un territoire, et la présence des forces de la coalition et de l'OTAN, qui est autorisée par le Conseil de sécurité et approuvée par le gouvernement et la population afghane. Amiral, ne pensez-vous pas que ce retrait est un peu trop rapide? Et s'il y a un retrait, les choses ne vont-elles pas s'effondrer? Ce n'est pas un retrait, mais une réduction progressive des forces, avec un passage de relais aux forces de sécurité afghanes. Nous sommes en train d'établir ces forces, donc vous ne pouvez pas comparer avec la situation antérieure, parce que ce n'est pas qu'un départ. Nous sommes en train de transférer de manière responsable la sécurité aux forces afghanes, que nous sommes en train de former. Il y a une énorme différence avec le passé. Madame Brandner, l'envoyé de l'ONU en Afghanistan, Stéphane de Mistura, dit que la transition dans le pays est en bonne voie. Êtes-vous d'accord avec lui? J'ajoute que selon l'ONU, les morts civiles ont augmenté de 15% cette année, presque 1500 personnes dans la première partie de l'année. Il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne la formation des forces de police et de sécurité, mais aussi dans le secteur de la justice. Nous ne devons pas croire que le travail est terminé après 10 ans. Cela va encore prendre des décennies. Nous devons dire clairement que la construction et la formation des forces de police ne s'arrêtera pas. Elle doit continuer car le travail n'est pas du tout terminé dans ce domaine. Ambassadeur, est-il réaliste de croire que l'Afghanistan peut vraiment devenir une véritable démocratie? Ce n'est pas plus réaliste de parler d'équilibre du pouvoir entre chefs tribaux, y compris les talibans?
Si on considère la démocratie comme un processus, oui, mais si on considère que c'est un projet qu'on peut appliquer du jour au lendemain, je crois qu'on fait fausse route. C'est le désir de la population. Je crois qu'aujourd'hui, le monde entier, tous les pays, toute la jeunesse du monde montre que son souhait est la démocratie et qu'ils veulent obtenir un gouvernement de droit, une participation populaire, amélioration du niveau de la vie de la population. Amiral, on dit que les Américains ont les montres et les talibans le temps. Pensez-vous qu'il s'agit d'une question de temps avant que les talibans reprennent le dessus? Je ne le pense pas du tout. Nous avons assisté à la dernière tentative des talibans, car ils ont compris qu'ils n'ont pas le temps. Ce sont eux qui ont la montre. C'est pour cela qu'ils agissent ainsi. Je dirais que l'interprétation correcte, c'est l'inverse. Les talibans n'ont pas le temps, ils perdent leur temps. Ils ont une montre qui ne fonctionne pas. Madame Brantner, quelle sorte d'accord voyez-vous avec les talibans pour faire cesser cette guerre? Le frère du président Karzai a été assassiné dans le sud du pays où il était une personnalité influente. Cela va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Je pense qu'il est difficile de dire les talibans. Évidemment, en Afghanistan, il y a une diversité beaucoup plus grande et ce que tout le monde espère, c'est que nous allons négocier avec certains et pas avec d'autres, qu'on va participer avec certains et pas avec d'autres. C'est le processus qui est en cours et cela aboutira toujours à des échecs. Ça rend les choses difficiles, mais ça ne doit pas nous arrêter. Ambassadeur, qu'avez-vous à répondre? Quelle sorte d'arrangement politique voyez-vous? N'oublions pas les trois piliers qui existent, la réintégration qui marche tout à fait bien, la pression militaire qui est sur place et la réconciliation politique que nous avons commencé. Et la perte de M. Ahmed Wali Karzai est ressentie dans ce domaine-là parce qu'il avait un réseau, il avait des contacts, mais ce n'est pas pour cela que nous allons abandonner l'effort que nous avons déjà engagé. Nous y parviendrons. Amiral, est-ce réaliste de démilitariser la force internationale et se concentrer sur le développement? On a l'impression que c'est la stratégie, mais certains disent qu'on ne peut pas reconstruire l'Afghanistan sans davantage de sécurité. Mais nous sommes en train de construire cette sécurité. Je tiens à le répéter. Nous sommes en train de construire les forces de sécurité afghanes. C'est à elles de s'occuper de leur sécurité. Nous avons beaucoup investi financièrement, mais aussi humainement en temps. On est au milieu d'un grand changement en Afghanistan. Il faut le comprendre. Amiral, comment l'OTAN peut-elle éviter les pertes civiles lors des frappes aériennes? Nous sommes très attentifs. Nous travaillons toujours main dans la main avec nos amis afghans. Ils jouent un rôle majeur, y compris dans les opérations très critiques pour chasser certaines personnes. Voilà ce que nous faisons, avec attention, en suivant strictement les règles de notre engagement. Madame Brantner, si l'Europe et l'OTAN ne font pas d'efforts pour stabiliser l'Afghanistan, il y aura plus de réfugiés en Europe. Est-ce que c'est un bon argument pour s'impliquer davantage en Afghanistan? Pour moi, le véritable objectif, c'est d'aider la population afghane. C'est un projet sur des décennies, comme je l'ai déjà dit. Ça ne peut pas se faire en quelques années. En ce qui concerne le secteur de la sécurité et la formation des forces de police, l'OTAN et les États-Unis ont prévu une période trop courte, quelques semaines d'entraînement seulement. Et je pense que nous devrions investir davantage si nous voulons vraiment construire une police démocratique et qui fonctionne. Ambassadeur, pourquoi n'y a-t-il pas plus de pays musulmans, plus de troupes musulmanes impliquées dans les forces de sécurité ici en Afghanistan? La participation est volontaire. Il y a déjà un certain nombre de pays musulmans qui participent aux efforts de la formation de l'armée afghane et à l'existence ou à l'approbation, si je peux dire, de la sécurité. Il y a 5-6 pays musulmans, dont la Turquie. Maintenant, on ne peut pas obliger, mais de toute façon, la question n'est pas une question religieuse, c'est une question géostratégique. Eh bien, merci à tous. Je voudrais remercier nos invités, l'ambassadeur Humayun Tandar, l'amiral Gianpaolo Di Paola et l'eurodéputée Franziska Katharina Brantner. Je suis Chris Burns. Merci de vous connecter sur le Network.